peu de ton temps à Odo Télévision, nous voudrions aujourd'hui mieux connaître Michel, derrière le personnage politique, derrière les traits furtifs. Michel, l'homme, la personne. Et donc, je te propose de te présenter ton parcours pour commencer cette petite émission. Merci à toi, Cécilia, et merci à Jackie et à Odo Télévision d'être venu à ma rencontre. J'y suis très sensible, j'en suis fort honoré. Mais avant toute chose et avant de commencer cet échange et de répondre à vos questions, j'aimerais placer cette émission sous le signe de la mémoire que l'on doit et la reconnaissance à deux hommes, à Philippe Garcia notamment, qui est disparu trop tôt et il y a peu de temps, et qui était vraiment un journaliste hors pair et un fin connaisseur du Pas-de-Calais et de tous les tenants et les aboutissants de sa vie politique, de ses hommes et ses femmes. Et j'ai travaillé longtemps, comme avec vous, bien entendu, avec Philippe, en parfaite harmonie, et j'ai gardé un excellent souvenir d'un homme de talent et d'un homme de cœur. Et puis la deuxième personne, c'est Albert Vanier, qui a été mon bras droit pendant longtemps à la mairie d'Arques, qui était mon plus fidèle soutien, et également quelqu'un sur qui je pouvais me reposer totalement des tâches domestiques, entre guillemets, ou des organisations dans lesquelles il excellait, et qui est mort aussi très, très jeune, hein, et dont le vide se fait encore sentir tous les jours, et à qui j'ai voulu dédier cette salle de réunion, Albert Vanier. Donc tu te présentes d'emblée comme quelqu'un de loyal, de reconnaissant, de fidèle à tes amis. Oui, loyal, c'est un mot qui me fait plaisir parce que c'est sans doute la qualité que je place au-dessus de tout, la loyauté. Je crois que sans loyauté, il ne peut pas y avoir de rapport humain harmonieux et équilibré, en tout cas sincère et authentique. Oui, je m'efforce de rester fidèle. Fidèle à mes origines, fidèle à mes racines, fidèle à ma famille, à celles et ceux grâce à qui je suis ce que je suis. D'accord. Alors donc tes origines, contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer, tu n'es pas d'origine arquoise, enfin tu n'es pas né à Arques, tu es né à Blandec. Oui, oui, je viens de très loin, c'est vrai, je suis un émigré, on dirait aujourd'hui un migrant peut-être, mais je suis venu de Blandec à Arques. J'ai vécu à Blandec autour de mes grands-parents et avec mes parents et toute la famille de ma mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, je suis venu avec mes parents ici parce qu'il y avait la possibilité d'obtenir un logement plus spacieux puisque nous étions déjà 3 enfants et le logement que nous habitions chez mes grands-parents était trop petit et donc il a fallu s'expatrier jusqu'à Arques. Je ne m'en suis jamais plaint, mais j'ai toujours gardé quand même une petite place à part pour Blandec dans mon cœur. Tu présentes donc ces origines ouvrières, arquoises, blandécoises. Tu les mets toujours au cœur un peu de ton parcours. Je les revendique, je les revendique hautement et fièrement, car je suis vraiment le produit d'une famille ouvrière. Mes 2 parents travaillaient en usine. Ma mère travaillait d'abord dans une usine de chicorée à Blandec, qui transformait la chicorée, les racines de chicorée pour en faire ce qu'on mettait avec le café il y a longtemps, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et mon père travaillait à la cristallerie. Il a d'abord été caviste chez Ducamp, pour ceux qui connaissent à Arques, et ensuite il est entré à la verrerie cristallerie d'Arques, comme beaucoup de gens dans la région. Et ma mère est venue également chez Hédard, de la chicorée, elle est venue chez Hédard, où il y avait une verrerie qui fabriquait exclusivement des bouteilles, et qui était à côté de la cristallerie. Donc un pur produit de la classe ouvrière. Et je m'en réjouis parce que c'était quand même relativement rare que quelqu'un issu de famille modeste, très modeste, hein, il n'y avait pas beaucoup de moyens chez nous, puisque ma mère, quand elle a eu ses enfants, a dû s'arrêter de travailler, eh bien, il y a rarement des gens qui arrivent à la députation, par exemple. Qu'est-ce qui, alors je cite Paul Éluard, hein, qui dit qu'il n'y a pas de hasard mais que des rendez-vous. Quel a été ton rendez-vous, le moment important qui fait qu'aujourd'hui tu es député de la 8e circonscription? Eh bien, j'ai d'abord voulu être enseignant, parce que ça me paraît toujours l'un des plus beaux métiers du monde. Il y en a de très beaux, mais
transmettre quelque chose à des enfants, façonner des jeunes intelligents, ça me paraissait une très belle mission, très noble. Donc j'ai eu cette vocation-là, j'ai tout fait pour être instituteur, et je suis allé à l'école normale d'instituteur après avoir obtenu mon baccalauréat, donc mon brevet, parce que mon baccalauréat, je l'ai eu à Arras, à l'école normale d'instituteur. Donc j'étais au collège d'art, qu'on appelait le CEG à l'époque, à l'ex-Château-Port-Rion, les gens qui entendront son se reconnaîtront. Et puis après la troisième, j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur d'Arras, je suis parti là-bas, et j'ai été nommé très vite, d'abord à Saint-Omer pour 1 an, et après à Arques. Et j'ai fait toute ma carrière au collège d'Arques. Quel professeur tu étais? Alors j'étais un professeur très sévère, très exigeant, ce qui m'a valu des déconvenues lors de ma première élection, parce que comme on pouvait barrer les noms sur les listes, j'étais plus barré que les autres, parce que sans doute que des parents ont voulu me faire payer la sévérité peut-être excessive que j'avais envers leurs enfants. Et donc mais après on s'adoucit, hein, comme quand on avance en âge, on devient un peu plus compréhensif aussi peut-être. Hein. Parce qu'il faut savoir comprendre quand on est enseignant qu'il faut récompenser ce qui va bien, surtout, et pas seulement dire quand ça va mal. Quoi. Il faut savoir dire à un enfant, c'est bien, dès qu'il fait un progrès. Et ça, quand on débute de carrière, on a tendance à ne voir que ce qui va mal, et à sanctionner seulement. Et c'est pas bon, mais on l'apprend avec le temps. Ce qui veut dire que c'est un métier extrêmement difficile, et qu'il faut la formation peut-être la plus importante et la plus profonde pour faire ce métier-là, qui a des conséquences énormes. Et ensuite, j'ai toujours enseigné le français, les lettres et l'histoire-géographie, puisqu'on devait avoir trois dimensions. Quand on a fait ces humanités comme toi, quel impact ça a justement sur l'exercice de la politique? Ah ben, ça, un profil particulier. Oui. Bon, d'abord, le parcours, l'origine a une influence. Hein, on est déterminé, on est à peu près déterminé par son milieu, son environnement socio-culturel, socio-économique, c'est vrai. Je pense qu'on ne réagit pas quand on est dans une famille du 16e arrondissement de Paris que dans une famille de Blandec. Ça ne s'estompe pas. Ah mais si, ça se change, bien sûr. Ça, la vie après, la vie façonne, la vie peut d'ailleurs orienter différemment. On connaît des parcours qui ont été tout à fait à l'inverse de ce qu'ils étaient à l'origine, dans les deux sens d'ailleurs, hein, aussi bien de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche, quelquefois même vers les extrêmes. Mais c'est la vie qui le décide, ça, quelquefois. Mais toi, tu veux te souvenir d'où tu viens? Moi, j'ai voulu toujours rester fidèle à cela, et quand j'ai été élu, j'étais particulièrement conscient du dépôt de confiance que j'avais reçu par le suffrage universel de la part de ceux qui avaient voté pour moi, et il fallait que je sois à la hauteur, et que je ne trahisse pas cette confiance et cette volonté que j'aille dans une certaine direction et que je n'en écarte pas. J'ai toujours gardé ça présent à l'esprit. Quand j'ai pris des décisions, je me suis toujours dit, est-ce que ceux qui ont voté pour toi seraient contents que tu agisses ainsi, que tu votes de cette façon-là? Même si j'ai toujours eu la notion que lorsqu'on est élu, on est à la disposition de tout le monde et au service de tout le monde. Mais il est certain que lorsqu'on est élu, c'est sur une orientation politique et avec des convictions qu'on a défendues pendant la campagne électorale, et il faut essayer d'y rester fidèle et loyal, autant que faire se peut, dans ses votes. Même si on est au service de tous. Tu étais professeur de lettres. Oui, il y a longtemps que je ne suis plus. Voilà, oui, tout à fait, on n'a pas oublié. Et alors, quand on entend aujourd'hui, ou plutôt quand on constate la difficulté de certaines personnes politiques, certains personnages politiques à citer par exemple quelques romans de Modiano, ou à distinguer Zadig et Voltaire, la marque de Zadig de Voltaire, comment tu réagis? Est-ce que ça te choque cette... Oui, ça me choque. Oui, ça me choque parce que je suis étonné de l'abaissement du niveau général de la culture, tu l'as constaté? Y compris. Oui. Il faut se poser de réelles questions aujourd'hui quand on parle de la réforme des collèges. Même si on est contre, on doit quand même se poser de la question de la réalité du niveau des enfants et des élèves lorsqu'ils sortent, notamment de l'école primaire. Quand on sort de l'école primaire et qu'on ne maîtrise pas les fondamentaux, c'est quand même inquiétant. Et après, c'est une question de culture aussi. Chez les personnes politiques, on s'attend...
Chez les personnes politiques, mais il y a des gens parfaitement incultes en politique, et peut-être même plus qu'ailleurs. Ah oui, il ne faut pas s'étonner de ça. Mais il faut dire que la politique, quand on a été pris par ce virus, drogue, on a du mal à s'en sortir. Et donc tu t'y sens bien quand même dans ce milieu? Oui, je me sens bien. Je me sens bien parce que je passe au-dessus de ça, quoi. Et que les relations qu'on a avec les hommes politiques, c'est sur le terrain politique. Bon, quelquefois, on a des affinités sur le plan culturel, Dieu merci, ou sur le plan littéraire. Mais je ne dirais pas que c'est avec 100% des hommes et des femmes politiques. Tu lis quoi en ce moment? Ah ben, je lis la correspondance des frères Goncourt. J'aime bien les correspondants, j'aime bien relire parce qu'ils sont les reflets, à mon avis, des époques, et je me plonge souvent dans cela, mais je lis beaucoup moins qu'avant, il faut le reconnaître, parce que quand on a lu les grands journaux et les hebdomadaires, il ne reste plus beaucoup de temps pour le reste, ça je le déplore. Et c'est surtout en vacances où je prends un certain nombre de livres avec moi, j'essaie de compenser un peu, de rattraper le temps perdu. Mais j'aime bien la correspondance des grands hommes et des grands, comme celle d'Anatole France, de Sainte-Beuve, enfin, à travers les lettres qu'échangeaient les gens, je trouve qu'on apprend beaucoup sur leur époque. Jackie, parité oblige, je te cède la parole. Merci Cécilia. C'est de saison. Voilà, circonstance. Donc Michel, moi je voudrais quand même parler un peu de ta carrière plutôt politique. Oui. Oui. Si tu es un député maintenant, tu es très connu surtout, et tu as marqué ton passage en mairie d'art. Tu es arrivé comment et en quelle année Alors, comme je te le disais, que je vous le disais, quand je suis devenu enseignant, ça me plaisait énormément. J'ai fait des choses très passionnantes avec mes élèves, mais très rapidement, je me suis aperçu que si c'était un métier extrêmement enrichissant, gratifiant, on ne pouvait pas peser sur le cours des choses. Et comme quand on est jeune, tous les jeunes ont envie de lutter contre l'injustice. Les jeunes sont plus que d'autres sensibles à l'injustice. Quand vous rencontrez un jeune qui n'est pas content, il dit c'est pas juste. Regardez, même à l'école, ma note c'est pas juste, ou bien c'est voilà. Alors on est beaucoup plus sensible à ça. Là, quand on est jeune, on a envie de lutter contre les injustices, toutes les injustices de la société. Et tout ça. Et je trouvais que dans ma commune, il y avait des choses qui ne se passaient pas comme je l'aurais voulu, qu'il manquait des choses, notamment. Il manquait des équipements, il manquait une activité, etc., culturelle, une animation. Et je m'apercevais que mon rôle d'enseignant ne me permettait pas du tout d'agir, ni de peser là-dessus. Donc je me suis dit, le seul débouché, c'est l'action publique, c'est l'action politique. Donc il faut que je m'engage au niveau de ma commune d'abord, je ne pensais qu'à ça au départ. Et je me suis présenté aux élections municipales en 1971. Je n'étais pas tête de liste, hein, j'étais 4e ou 5e. C'était un directeur d'école, Roger Gobert, qui était tête de liste à l'époque, à Ottawa. Et donc, on n'a pas été élu parce que c'était au préférentiel, vous voyez, on a eu une bonne moyenne, on a eu 42% de moyenne, mais il fallait 50. Hein. Donc, on n'a pas été élu, mais ça apprend beaucoup, quoi. Il vaut mieux commencer par un échec que par une réussite, je pense. Ça prépare mieux pour l'avenir. Et puis en 1977, là, on m'a désigné comme tête de liste avec beaucoup de remous et tout ça, parce qu'il y avait d'autres impétrants, comme on dit. Et donc, j'ai été tête de liste quand même. Et malgré le fait que j'ai été professeur et que je ne plaisais pas à tout le monde, même si j'ai pas eu le plus grand total à 5 voix près par rapport au deuxième, la liste a été élue. La liste a été élue contre un maire qui avait été député, 2 mandats, qui avait été maire 24 ans et qui avait été conseiller général également 18 ans. 18 ans, je crois. Donc c'était une personnalité, hein, c'était pas facile. Et donc on a été élu d'emblée, il y a eu quelques opposants, dont l'ancien maire, et j'ai été désigné maire, même si j'avais 5 voix de moins que le premier, parce que c'est moi quand même qui avais fait la campagne et emmené la liste. Et donc je suis devenu maire sans avoir été jamais conseiller municipal. Ce qui est aussi dans une ville importante comme Arques, avec la présence de la cristallerie qui était extrêmement forte et puissante, avec un monsieur Jacques Durand qui était dans la plénitude de ses possibilités et qui intervenait beaucoup dans la vie municipale, c'était un baptême du feu qu'il fallait relever tous les jours. Mais ça m'a beaucoup appris et ça m'a tiré vers le haut, d'être confronté presque tous les jours téléphoniquement à Jacques Durand pour des questions de gestion, d'aménagement du territoire et tout ça. Ça forme, hein, puis on est obligé de se former très vite. Donc j'ai commencé comme ça. D'accord. Beaucoup de projets aboutis pendant...
Oui, j'ai essayé de rattraper un retard qui était manifeste en matière d'équipement public. Je ne comprenais pas, c'était une ville riche finalement, elle avait beaucoup de revenus, beaucoup de ressources par rapport à la cristallerie, qui était une immense entreprise par rapport à la commune. Et donc, il y avait des ressources, mais il y avait un matelas qui était là et qui ne servait pas, alors qu'il n'y avait pas une salle de fête digne de ce nom, il n'y avait pas d'équipement sportif. Donc j'ai fait tout de suite une piscine. J'ai commencé tout une piscine en 1978, j'ai été élu en 1977, en 1978 on inaugurait la piscine. J'ai doté la commune d'équipements sportifs dans toutes les disciplines, puisque chaque discipline a eu son équipement particulier ou sa salle. Salle de volley-ball, salle de tennis de table, salle de boxe, terrain d'athlétisme, stand de tir. Donc ils ont eu, moi je suis content d'avoir fait ça sur 24 ans quand même. Hein, bon. Et puis après j'ai fait de l'aménagement avec le centre-ville d'Arc, il y avait une politique. Je me précipitais toujours sur les nouvelles politiques, parce que les nouvelles politiques, il y a toujours une carotte financière pour qu'on y entre. Donc on vous donne de l'argent au départ. Mais si vous n'y êtes pas au départ, 3 ans après tout le monde veut y être et il n'y a plus d'argent. Donc moi je me suis engouffré dans toutes les nouvelles politiques, aménagement du centre-ville, il y avait une politique régionale qui donnait de l'argent, je l'ai fait, donc j'ai transformé tout le centre-ville, où on ne pouvait pas stationner, où il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas un seul arbre, par exemple on les avait, il y en avait il y a longtemps, mais on les avait détruits parce qu'il fallait faire la place à l'usine, à la voiture, etc. Et donc j'ai fait ça, puis j'ai fait un jardin public aussi, j'ai exproprié M. Jacques Durand des pâtures qu'il avait achetées en centre-ville que la précédente municipalité avait laissé partir. Et donc j'ai racheté quand même parce que ça me paraissait tellement stratégique de faire un poumon vert à l'intérieur de la commune et puis d'autres choses, hein, puis de la culture. C'est un projet ou un équipement que tu devrais mettre en avant. Oui. C'est 24 années que tu as passé à la télé. C'est le plus emblématique. C'est le plus emblématique, c'est le jardin public. Le jardin public. C'est le jardin public quand même. Le plus emblématique c'est ça. Le reste ce sont des équipements assez banaux quoi, quand même, hein, qu'on voit partout dans les communes. Mais là, avoir pu reconquérir, parce qu'en plus il y a de la reconquête, c'était quelque chose qui nous appartenait, donc j'ai eu un peu de fierté, oui, un peu de ça. Puis après il m'a dit, bon, bah, finalement, c'était bien, vous avez eu raison de faire ça, quand il m'a dit Jacques Durand. Je suis pas content que vous m'ayez exproprié. Alors après être maire, la députation, alors comment... Alors au départ, oui, quand je suis devenu maire, j'avais un très bon secrétaire général qui s'appelait Jacques Evrard, qui venait du district à l'époque, de l'intercommunalité, mais qui était un Narquois aussi d'origine, après être passé par Ambleteuse. C'est pas moi qui l'avais choisi, mais on s'est parfaitement entendu. Parce que dans mon projet, j'avais notamment un projet de jumelage avec une ville allemande, hein, et que mon prédécesseur avait refusé, et mon secrétaire général, parce qu'il était important, un secrétaire général de mairie, on appelle ça DGS aujourd'hui, ils font un peu l'appui et le potent aussi, il faut que le maire s'entende bien avec eux. Donc lui, il était d'accord pour faire un jumelage, donc il était content quand je suis arrivé. Moi j'avais la rénovation de la bibliothèque aussi, que j'ai faite aussi, et il était tout à fait d'accord là-dessus. Un tas de choses comme ça avec qui on s'entendait très bien. Je me suis entendu très bien tout de suite avec lui, et il m'a dit je serai loyal à 120%, moi j'ai dit 100% ça me suffit, hein, parce qu'il dit, vous savez bien que je n'ai pas été choisi par vous, ben je le sais, qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, d'accord, mais on a le même amour de la commune, donc c'est l'essentiel. Et puis, si je vous fais confiance d'emblée, si vous ne la trahissez pas, vous l'aurez toujours et on travaillera magnifiquement ensemble. Et ce qu'on a fait d'ailleurs. Et très vite, et au bout d'un an, il m'a dit, monsieur le maire, il faut que vous soyez conseiller général. Parce que c'est important pour la commune, ça apporte des sous, tout ça, des subventions. Taisez-vous, je dis, moi ça ne m'intéresse pas, moi je veux être maire et puis ça me suffit à mon bonheur. Parce que le plus long mandat, c'est le mandat de maire, il faut le reconnaître. Même si c'est le plus dur, c'est le plus contraignant. Mais je lui ai dit, moi ça me suffit, ne m'embêtez pas avec ça. Vous verrez, on en reparlera et tout. Puis après, quand vous réussissez pas trop mal comme maire, bah, votre parti vous dit, mais il y a des élections départementales, il faudrait peut-être t'y intéresser, parce que nous, on a besoin de quelqu'un. Et après, vous êtes obligé de dire oui. Et c'est vrai, obligé moralement. Non, on n'est jamais obligé à rien, hein, finalement, dans la vie. Mais on n'est jamais obligé à vraiment rien. Mais on garde son libre arbitre, si on peut.
Mais après, d'abord, on vous fait miroiter que vous allez avoir des subventions, que vous allez avoir une influence, que vous allez voir des choses plus intéressantes, ce qui est vrai d'ailleurs, ça ouvre les horizons. C'est moins focalisé. Et puis on vous dit, si tu n'y vas pas, personne ne sera élu, ça sera pas nous, on n'aura pas le poste, ça sera pour quelqu'un d'autre, peut-être des opposants, des adversaires. Donc tout ça fait qu'on ne peut pas dire non, c'est difficile. Puis j'ai été élu à chaque fois au premier tour. En 1985, j'avais été élu maire en 1977. En 1985, je présente, on avait créé le canton d'Arc parce qu'il y avait des gros cantons, il fallait diviser. Donc je me présente au canton d'Arc, bon, avec la commune d'Arc en principal, c'était pas trop difficile. Hein. Et donc j'ai été élu du premier tour, puis j'ai toujours été élu au premier tour parce que j'ai été élu 30 ans. Hein. J'ai fait 5 mandats, et à chaque fois au premier tour en augmentant mon résultat. Puis je me suis arrêté ici en mars 2015. Mais en mai 2007, il s'est passé quand même quelque chose. Alors après la même chose, l'engrenage, c'est que, bon, ben, tant que tu es conseiller général, puis que tu es vice-président, puis que ça se passe pas trop mal, il va y avoir des élections législatives. Moi, j'étais le suppléant de Roland Huguet, il s'est arrêté, parti au Sénat. Il n'y a plus que toi, quoi. Donc je me suis présenté la première fois. Alors je me présente en 93, très mauvaise année, très mauvaise année, je n'ai pas été élu, j'étais pas sortant, j'ai pas été battu, mais je n'ai pas été élu, bon, parce que je n'avais pas le mandat. C'est un peu dur aussi. Donc vous voyez, j'ai commencé au municipal avec un échec, et au législatif avec un échec aussi. Hein. Et donc, 93, c'était un peu amer, et bon, je dis, je rentrais le prochain en 98, puis il y a eu une dissolution en 97. Béni, merci M. Chirac, merci M. Juppé à l'époque. Peut-être que j'aurais jamais été député parce que c'est M. Delvaux, le maire de Saint-Omer, qui avait été élu. Et en 97, tout allait mal en France, et en 98, tout allait mieux. On pourrait s'inspirer de ça aussi aujourd'hui. En 98, l'économie avait été repartie. Donc si ça avait été à son terme, mais pas sûr que j'aurais été élu, parce que les gens auraient dit, bon, on est content, on vote pour ceux qui sont là. Mais j'ai eu cette chance. Il faut avoir un peu la baraka. Hein. En politique, si vous n'avez pas la baraka, c'est difficile. J'espère que j'ai un peu la baraka. Enfin, je pense que je l'ai eu un peu. Et donc, 97, je me présente, je suis élu. Bon, les années en 7 m'ont toujours porté bonheur, d'ailleurs, j'ai remarqué ça. 77, la mairie. 97 pour la députation, la première. Et puis en 2002, je suis réélu quand même, alors que c'était pas facile. C'est quand Jospin est parti. Hein. Et puis en 2007, je me représente aussi, nouvelle vague bleue, parce que ça vous nouvelle vague bleue, puis à la surprise générale, je suis élu au premier tour. À la surprise générale. Mais au premier tour, il y en a pas mal qui sont élus, surtout à droite, il y a toujours beaucoup d'élus, mais à gauche, moins. Avant, il y avait Fabius, il y avait Jean-Marc Ayrault, il y en avait 3, et puis Ségolène Royal, le 3-4 comme ça, et puis jamais, dans le Pas-de-Calais, c'était rare qu'il y en avait. Et bon, alors, mais il y en avait toujours 3-4. Mais en 2017, il n'y en avait qu'un. Et je ne l'ai su qu'à 3h du matin parce que moi j'étais parti me coucher. Et c'est mon frère qui m'a réveillé en me disant, mais tu sais que non seulement tu es élu au premier tour, mais tu es élu le seul de France de gauche. De gauche, hein. Bon, il y avait au moins 20 ou 30 UMP, mais de gauche, il n'y en avait aucun. Alors tout de suite, c'est focalisé. Le lendemain matin, moi je vais au bureau tranquillement, lundi matin comme d'habitude, et puis je vois arriver Canal+, la Suisse romande, RTL, enfin tous les médias qui étaient à mon bureau. J'étais l'oiseau rare, et là, ouais, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Mais je ne m'y attendais pas parce qu'il y avait quand même 7 candidats. Hein. Et qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Une grande émotion, une grande fierté. Et j'ai encore pensé une fois à mes parents, à mes grands-parents, la filiation, quoi. J'ai dit, comme quand je suis entré la première fois à l'Assemblée nationale, j'ai eu un double sentiment. Un sentiment d'intense modestie parce que je me suis dit ici, il y a Lamartine, il y a Jules Ferry, il y a Clémenceau, il y a Jean Jaurès qui ont parlé, qui ont marqué de leur empreinte notre vie démocratique nationale. Et puis moi je me retrouve là, petit député de province, issu d'une famille dont on n'a jamais parlé et qu'on ne connaissait pas, et je me retrouve là au même niveau que ces grands hommes, quoi. Donc et puis donc l'immense fierté aussi et reconnaissance pour ceux qui m'avaient permis d'être là. Mes parents qui ont décidé de me faire passer des études, alors que ce n'était pas l'habitude ici, justement. Ici, le débouché, c'était la cristallerie, comme avant la mine. Et moi, mon père, je n'ai pas peur de le dire, il m'aurait dit, je veux parler à M. Durand, tu rentres tout de suite à la cristallerie, c'était normal, j'aurais trouvé ça normal. D'ailleurs, mon frère travaillait à la cristallerie. Mais nos parents nous ont dit, il faut faire quand même des études. Il faut faire des études, parce qu'on ne sait jamais, et puis c'est toujours bon d'avoir un bagage.
Et même c'était dur, parce qu'on était 3 enfants, et il y en avait 2 dont il fallait payer les études. Moi j'ai eu la chance, c'était gratuit, en école normale tout était gratuit, donc ça allégeait un peu, mais je leur suis très reconnaissant parce qu'ils ont dû se priver pendant ce temps. Il y a eu des moments extrêmement difficiles.